évidente. Alors, j'introduis donc M. Rico de Poitiers, qui a bien voulu modérer cette séance, et je le remercie, pour nous parler de l'évolution de la presse médicale internationale, et en particulier avec l'exemple de la chirurgie vasculaire. C'est un champ d'action extrêmement intéressant qui fera discuter, je le pense. Bien. Mes chers collègues, monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, je vais vous faire une présentation un peu particulière parce que j'ai eu la chance d'être le rédacteur en chef du Journal européen de chirurgie vasculaire, et je suis encore pendant 2 ans. Et au cours de cette expérience, j'ai pu mieux connaître ce qu'est la presse internationale. Donc je vais vous dire comment ça marche. Quel est le profil économique de cette entreprise, parce que c'est une véritable entreprise économique. Quelle est la politique d'un journal? Et puis aussi, ultérieurement, qu'est-ce qui arrive maintenant? Quelle est la révolution actuelle que tous les éditeurs voient et toutes les entreprises de presse voient arriver, qui est la révolution du mobile? Et puis, au-delà du journal, pourquoi un journal, c'est très important pour la diffusion de la connaissance, en dehors du papier et de la revue que vous recevez chez vous. Alors, il y a quelques années, moi, quand j'étais jeune, eh bien, la communication scientifique, elle était dépendante de la hiérarchie. L'interne apprenait du chef de clinique de son patron, etc. Ça reste vrai. Mais néanmoins, ce profil de connaissance a été remplacé par celui-là, avec l'arrivée du journal, des articles qui sont revus de façon scientifique sur des critères d'évidence et pas d'expérience personnelle. Alors on peut y discuter, mais enfin, en général, c'est quand même de meilleures sources. Et surtout, le journal, vous allez le voir, assure une diffusion, non seulement le local, régional, mais international, du message. Et ça explique pourquoi, depuis les dernières années, depuis en particulier 1960, eh bien, on a eu une augmentation considérable du nombre des journaux scientifiques et médicaux, à peu près une croissance de 7% par an. Et tout cela est gouverné par une chose qu'on apprend très vite quand on est éditeur, enfin rédacteur en chef, c'est l'impact factor. L'impact factor, c'est un rapport, c'est le rapport de nombre de citations de ce qui est publié dans votre journal sur le nombre d'articles que vous publiez. C'est-à-dire qu'au plus vos articles sont cités, et au plus vous avez un impact factor qui augmente. Il est évident que c'est une mesure qui est un peu artificielle. Je vais vous montrer sur la prochaine diapositive pourquoi c'est artificiel. Mais c'est surtout artificiel parce que, comme c'est une citation, il est évident que les revues scientifiques qui sont généralistes, comme le New England, comme le Lancet, qui s'adressent à tous les praticiens, ont un impact factor qui est forcément beaucoup plus élevé que les revues très très spécialisées qui sont lues et donc citées moins de fois. L'autre fait qui explique que c'est un peu discutable, c'est la façon dont c'est calculé. C'est calculé uniquement sur les 2 ans qui suivent la sortie du papier. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui est cité dans cette frange compte, mais ensuite ça ne compte plus. Par contre, ce que vous voyez, c'est que tout ce qui est la revue générale de la littérature, les méta-analyses, eh bien, ont une citation qui est beaucoup plus élevée que les articles originaux. Et c'est pour ça que dans les revues actuelles, dans toutes les revues, vous voyez énormément de revues générales, de méta-analyses, parce que ça tire l'impact factor vers le haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelle est l'économie, quel est le profil économique qui est derrière la publication scientifique. Alors, il faut voir les choses de façon claire. Ça, bon, c'est des documents un peu confidentiels, donc je ne les mettrai pas en ligne, mais je vous les montre. C'est les statistiques qui concernent Elsevier, qui est un des trois grandes entreprises qui font de la publication scientifique et médicale. Vous voyez qu'on va loin puisqu'on a des revenus, c'est-à-dire un profit de plusieurs milliards, avec un nombre de gens qui sont concernés par cette entreprise qui est considérable. Et je reviendrai là-dessus pour vous dire que ce qui est encore plus considérable, c'est que le profit est très important, mais toutes ces personnes
qui travaillent dans cette entreprise, l'auteur, le créateur du papier, le reviewer, celui qui revoit le papier, l'éditeur, celui qui l'accepte ou qui le rejette, ne sont pas rétribués. Et c'est un profil économique très particulier qu'il faut bien avoir en tête, et parce que, si vous voulez, on aboutit quand même à 20 milliards, un marché de 20 milliards avec un profit de 1,5 milliard en sciences et technologies, et un marché à peu près équivalent de 16 milliards avec un profit de 1,4 milliard pour les sciences de la vie. Et vous voyez qu'il n'y a pas seulement les journaux, il y a ensuite tout ce qui est software, les communications et les relations internationales qui aussi apportent de l'argent. Et donc c'est difficile de faire le bilan, mais c'est au moins ça. Donc c'est un vrai business. Les auteurs ne sont pas payés, les reviewers ne sont pas payés, les éditeurs des journaux ne sont pas payés ou ont une compensation pour les frais qu'ils engagent, mais ça ne va pas plus loin. Et en fin de compte, le travail, c'est un travail scientifique fait en général dans des institutions publiques, à l'aide de bourses, c'est-à-dire que les États payent pour que ces publications soient faites. Ces publications sont soumises à des journaux scientifiques, et une fois qu'elles sont soumises, il y a un copyright, et si vous voulez avoir accès, vous devez vous abonner au journal, ou alors vous payer. Et si vous voulez, c'est quand même un parasitisme économique, c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. Dans la vie moderne et dans les connexions Internet et tout ce qui est communication mobile actuelle, si vous voyez, le New York Times vous demande, si vous voulez avoir l'intégralité de son journal, il vous demande de payer. Mais il vous demande de payer 0,5 $ pour tout un journal qui fait 40 pages. Quand vous essayez de télécharger, si vous n'êtes pas abonné à un journal scientifique sur Elsevier ou sur Wiley, eh bien vous payez à peu près 20 à 30 € l'article pour l'avoir en PDF. Et ce que vous savez aussi, c'est que les bibliothèques universitaires et universitaires, pour abonner en ligne par Sciences Direct à ces journaux, payent des dizaines de milliers d'euros par journal. Ce qui explique le profit que font toutes ces entreprises et le problème que l'on a. Alors, dans le monde de la presse, vous avez vu que Le Monde, par exemple, le New York Times, le Washington Post, etc., tous ces journaux, qui au départ avaient prévu de fermer leur site internet en ne l'ouvrant qu'aux personnes qui avaient payé un abonnement annuel, sont revenus en arrière. Vous pouvez avoir accès au site du Monde, pas tous les articles, mais tout ce qui est le plus intéressant gratuitement. C'est payé par la publicité. Ils ont trouvé que le modèle économique, on ne peut pas bloquer Internet. C'est devenu un processus de civilisation et il faut que ce soit ouvert. La notion de gratuité s'impose dans ce domaine. Les jeunes ne comprennent plus qu'il faille payer 20 € pour avoir accès à un journal scientifique et à un article. Alors, pourquoi ce qui s'est passé pour la presse généraliste, qui est très puissante, ne s'est pas passé pour la presse médicale? Eh bien, parce que, en fin de compte, il y a d'un côté, c'est un petit monde, il y a les universitaires qui écrivent, les universitaires qui lisent. Et entre ceux qui lisent et ceux qui écrivent, qui sont les mêmes souvent, il y a un monde un peu obscur, où il y a des gens qui travaillent pour pas grand-chose, et il y a une firme des firmes qui gagnent beaucoup d'argent en produisant et en essayant de s'habiller d'un profil humaniste. Et d'autre part, il y a aussi un biais, c'est que les universités demandent que les publications soient faites dans des revues avec un impact factor qui est très élevé. Or, l'impact factor est quelque chose qui est généré par ces firmes. C'est Thomson Reuters qui calcule l'impact factor. Et dès qu'il y a un journal qui vient gratuit, eh bien, il n'a pas le droit de rentrer dans l'impact factor jusqu'à présent. C'est fermé. Donc, si vous voulez, il y a un arrangement qui fait que le système se continue et semble
beaucoup plus solide par rapport à ce qui se passait au niveau de la presse générale. Il est évident qu'avec tout cet environnement économique, il y a des risques de pression commerciale et dans notre métier, on voit des pressions et il faut y résister, que ce soit au niveau des éditeurs, des reviewers et des auteurs, évidemment. Alors, la troisième chapitre, après comment ça marche et comment c'est payé, finalement, comment ça fonctionne au point de vue économique, c'est quelle est la politique éditoriale que l'on peut avoir. Alors, on est tout petit, en fait, quand on est l'éditeur, même l'éditeur en chef, hein, dans un journal comme ça. Mais il faut garder les pieds sur terre. Donc, il faut bien se dire que c'est un journal qui est là pour promouvoir la chirurgie vasculaire en Europe, pour montrer aussi aux décideurs politiques les avantages de ces nouvelles technologies, et les endoprothèses branchées en sont un exemple. Hein. L'échographie péropératoire, c'est un exemple. Si vous ne passez pas par un journal scientifique, par un journal comme le Journal européen, avec des études montrant l'importance de ces techniques, vous n'aurez jamais le remboursement, vous n'aurez jamais la considération des politiques. Je ne dis pas que ça suffit, mais c'est indispensable. Et puis enfin, ça vise à augmenter aussi la qualité de l'éducation scientifique qui est distribuée. Alors, la politique éditoriale, c'est aussi de bien traiter les auteurs, de définir des politiques de conflit d'intérêts, évidemment, de ne pas éditer son papier, de ne pas confier le papier à quelqu'un qu'on sait être l'ennemi de celui qui l'a écrit. Il faut agir avec tact. Et puis, il faut donner une réponse assez rapide parce que souvent, il y a des gens qui attendent et pour lesquels c'est très important d'avoir un papier qui est publié. Et surtout, il faut promouvoir l'innovation. Il ne faut absolument pas être bloqué parce que le papier choque. Si vous voulez, si le papier choque, mais si la méthodologie est correcte, et même si ça va contre toutes les idées reçues, il faut surtout le publier. Et il faut peut-être demander à un des reviewers qui a été contre de faire des commentaires pour que le lecteur ait une vue un peu plus équilibrée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas avoir d'a priori. Les histoires, ça ne va jamais voler, c'est trop sectaire, c'est pas dans le budget, etc. Ça n'est pas entré en ligne de compte. Seule la méthodologie scientifique et l'innovation. Il faut pousser l'innovation dans le domaine de la publication scientifique. Et d'autant plus qu'en étant un journal européen, on s'est aperçu, hein, vous regardez les découvertes, les grandes découvertes essentielles, eh bien la majorité des découvertes essentielles, même si elles ont été mises en pratique ensuite au niveau aux États-Unis pour des raisons économiques, eh bien la plupart des grandes découvertes ont été faites en Europe. En Europe, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites de très grande qualité, il faut donc les produire. Il ne faut pas qu'elles se produisent dans les journaux américains, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors ce petit chapitre, ce petit dessin qui est avec une cellule qui est en fait notre vie, si vous voulez, vous êtes quelqu'un, vous avez une curiosité, vous avez une idée, vous développez votre idée, vous faites une étude dans votre coin, hein, et puis vous allez la publier. Et à l'évidence, pour entrer en contact avec les gens qui prennent des décisions, avec, je dirais, le marché, il faut passer par la publication scientifique. En sachant qu'il y a de grandes allergies entre les gens qui prennent des décisions politiques, HAS, FDA, et les gens qui sont des gens innovants. Il y a des choses qui ne vont pas. Quand on est quelqu'un qui est innovant, eh ben, on n'aime pas ces gens-là, et ces gens-là, ils n'aiment pas ces gens-là. Ces gens-là, ils portent la cravate, ils sont en costume sombre, ceux-là, ils sont en jean, et ils font avancer les choses. Et le journal, qui doit être au milieu, il doit comprendre cela, et présenter ça, et présenter les résultats de façon acceptable pour que ça puisse au moins être discuté et que ça puisse faire son chemin dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est fondamental. Alors, maintenant, on est arrivé à ce mode de fonctionnement qui était, bon, on envoie, tout se fait par voie informatique, évidemment.
Et puis, il y a eu un changement. Le changement, c'est la révolution du mobile, la révolution de l'iPad, de l'iPhone, de toutes ces techniques qui font que tous les jeunes vivent avec ça. Vous ne pouvez plus vous en passer. Ce n'est plus une question de demander j'aime, j'aime pas, ça sert pas. C'est comme ça. Et il faut aller avec. Et il faut aller avec. Et si vous voulez, voilà ce que je peux vous. Voilà le journal qu'on fait, qu'on est en train de faire, plutôt qu'un journal papier. C'est bon, c'est une tablette électronique. Vous avez accès au journal. Vous pouvez agrandir les illustrations. Sur un papier, alors j'ai symbolisé ici un article de technique chirurgicale et endovasculaire, c'est exactement pareil. Vous devez avoir accès à la vidéo, parce que sans ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous voyez, en même temps que vous lisez le papier sur, par exemple, le changement de la crosse de l'aorte ou les dissections ou les anévrismes disséquants, ben vous avez une procédure qui est choisie par l'auteur, qui vous est montrée, et vous avez ça. Alors le problème, c'est savoir si vous l'avez gratuitement ou pas. Nous, notre idée, c'est que ça devrait être relativement peu cher en passant par une promotion comme sur l'Apple Store, où pour 10 ou 20 euros par an, ben vous avez l'accès au journal et vous avez accès à tout ça. Alors, ça change complètement les choses. Ça change complètement les choses, et à partir de là, votre article, eh bien, il va être diffusé dans la communauté scientifique, mais au-delà. Il va diffuser dans les médias, il va diffuser dans les groupes de pression, dans les groupes politiques, parmi les patients, le public, évidemment, les étudiants. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de comprendre que ça s'ouvre. Et ça valide tout à fait le travail qu'on fait pour rien. Hein. Parce que sans ça, on se pose des problèmes. Quand à 2 h du matin, on doit relire un article pour la 4e fois et le réécrire en partie parce qu'il n'est pas écrit en bon anglais, en sachant que son nom n'y sera pas, évidemment. Nous, on est complètement... on n'apparaît pas. Tout ça pour qu'un papier qui vient du Tadjikistan soit publié dans le journal européen, ça arrive assez souvent, ça. Et ça, ça vaut le coup parce que ça va être diffusé. Et ça va être diffusé aussi avec l'aide de la World Health Organization, parce que dans ces pays d'Afrique, une grande partie des pays d'Afrique, pays de l'Asie du Sud-Est, pays d'Asie centrale et quelques autres, eh bien, toutes ces revues sont accessibles online de façon gratuite. Hein, il y a des serveurs dédiés et ces revues. Et ici, moi, je me suis un peu occupé de ce problème au Vietnam, au Cambodge et un peu en Chine. Mais en Chine, maintenant, ils ont accès payant, parce qu'ils sont aussi riches que nous, bientôt, même un peu plus. Et vous voyez, par exemple, au Vietnam, voici dans la bibliothèque d'université, il n'y a aucun livre. Ils n'ont pas de quoi se payer des livres. Hein. Sauf quelques-uns, je vous montrerai lesquels j'avais trouvé. Bien cachés. Mais ils n'ont pas de livre. Par contre, ils ont une connexion Wi-Fi qui marche très très bien. Hein, sauf quand il y a le typhon, parce que là, il n'y a plus de courant. Et donc, ils regardent, ils impriment et ils suivent leur publication. Et on est amené, pour continuer ce qui est fait par le journal, à faire des réunions avec ces gens qui sont très demandeurs, parce que la publication scientifique, évidemment, c'est séparé de la technique chirurgicale, mais c'est vraiment très important pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils lisent. Et ça marche, puisque vous voyez, les papiers soumis par les Chinois, les Coréens, en Turquie, Taïwan et Singapour, en 80 et 2006, il y a une augmentation qui est considérable de l'ordre de 20% des papiers qui sont acceptés. Et il est certain que c'est un progrès par rapport à ça, puisque ça, c'est ce que j'avais trouvé à Hanoï quand j'étais allé, c'était le don qu'avait fait la France pour développer la chirurgie vasculaire. C'est l'EMC, c'est très bien. Il y avait visiblement personne qui l'avait lu, c'était trop précieux, et donc il vaut mieux passer par Wi-Fi pour diffuser l'information médicale. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été une expérience qui est très très intéressante. Qu'on est dans un monde économique, un modèle économique qui est très très juteux, que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des associations à but non lucratif ou des grosses universités qui ont repris les publications en main,
de façon à avoir un modèle qui soit un peu plus éthique. Et c'est la question que je vous pose. C'est pour ça que je voulais vous présenter ça aujourd'hui, parce que je pense que vous êtes des gens d'expérience et que vous auriez peut-être l'action dessus. Merci. Merci. Votre présentation est fait uniquement sur Internet. Vous avez pu remarquer quand même que l'Académie nationale de chirurgie, grâce à Philippe Bouteiller et à Jacques Poileux, s'était d'emblée orienté vers les journaux électroniques. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et actuellement, Bernard Andréassian est le chef de file de ce journal. Et je crois que c'est aussi très important. À côté de la PAC Factor, il y a une chose qui me paraît fondamentale aussi, ce sont les citations, le nombre de citations de chaque article. Et vous savez que dans la classification de Shanghai, la valeur d'une institution est basée sur le nombre de prix Nobel et le nombre de chercheurs qui ont été le plus souvent cités. Donc ça, la citation, c'est très, très, très important. Et on peut avoir accès très facilement aux citations en regardant Google Scholar, en mettant soit l'auteur, soit l'article, et on a tout de suite une réponse. le code SIGAPS. Je dois dire qu'à propos de la PAC Factor, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les Français ont tué les revues françaises à cause de la PAC Factor. Et aussi bien Michel Huguet que moi, nous avions écrit des articles, notamment dans la presse médicale, en insistant sur une bibliographie française. Parce que les journaux français n'étaient pas cités. On citait toujours des références américaines ou anglaises, surtout américaines. Et du coup, on a tué les journaux français. Même des journaux qui étaient de qualité, je pense à Gastro-entérologie clinique et biologique, qui a été tué parce qu'il n'y avait que des références américaines. Et donc, les journaux n'arrivaient pas à avoir un impact factor satisfaisant. Et ça, je trouve que c'est triste. Encore maintenant, la même chose existe quand les auteurs français publient en anglais ou en américain. Souvent, ils ne sont pas cités. Alors qu'un japonais, par exemple, fait toujours attention à ses frères japonais. Et quand il intervient dans un congrès, il dit toujours « in Japan ». Nous faisons ceci, nous faisons cela. En France, un Français, jamais. Et ça, c'est pas bon. Je crois que là, il y a un message à faire passer parce que vraiment, c'est un handicap pour les Français. Dans les autres choses qui me paraissent importantes aussi, c'est qu'il y a quand même des revues qui sont gratuites. Annals of Surgery, vous pouvez la consulter gratuitement et vous avez immédiatement l'article en PDF. Annals of Surgery n'est pas... Non. Ah non. Ah si, j'en suis sûr. Ah ben non. Ah, j'en suis sûr. Ah ben non. Ah si. Non. Ah si. On peut regarder tout de suite même. Annals of Surgery, je vous promets, vous regardez sur PubMed, vous tirez Annals of Surgery, vous avez coin free. Non, mais il y a... Vrai. Bon, on regardera. Mais Annals of Surgery, c'est gratuit, les autres revues ne le sont pas. Oui, c'est plus de 2 ans. Comment ? C'est les articles qui ont plus de 2 ans. Ah, peut-être, j'en sais rien. Oui. Si vous me permettez, J'en sais rien. je m'aperçois que Bernard Andréassian était, sur la dernière version du programme que je n'avais pas sous les yeux, était intervenant. Si tu veux venir, Bernard, ici. Non, la seule chose que je voudrais dire aussi, c'est que il est important aussi, parce que ça, c'est une chose qui est très importante, c'est que la revue soit envoyée de manière systématique. Par exemple, le New England, vous pouvez recevoir systématiquement le New England chez vous, et vous avez avec la table des matières, après vous payez les articles, mais ça, c'est une façon aussi de diffuser les revues. Oui. Attends, j'ai pas de ça. Moi, j'ai été très impressionné par ta présentation, qui est absolument fondamentale et qui fait découvrir un problème très présent. Alors, tout ce que tu as dit, c'est parfait, il n'y a rien à reprendre, c'est formidable. Mais dans tout ce que tu as dit, il y a le mauvais côté, il y a la face cachée que tu as laissé suspecter, mais que tu n'as pas abordé. Il y a tout ce que tu as dit, c'est parfait. Mais derrière, on peut faire quelques remarques. Par exemple, l'impact factor. L'impact factor, ça évalue une revue. Mais ça n'a jamais été destiné à évaluer une équipe chirurgicale. Qu'en penses-tu ?
Oui, non, alors si tu veux, l'impact factor, c'est à l'évidence pour les revues. Mais il est certain que quand le niveau d'une revue monte, le taux de rejet des articles augmente. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'être publié dans cette revue. Donc on pense que les revues qui ont un impact factor élevé sont des revues où quand on est dans lesquelles on publie et on a fait un bon papier. C'est plus difficile, si vous voulez, de publier dans le New England que dans un journal de médecine interne secondaire. Donc c'est quand même... Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même des papiers absolument nuls dans New England. Nous, on a vu des essais randomisés de chirurgie carotidienne versus stenting, les premiers publiés qui étaient vraiment à jeter. Et là, on peut se demander d'ailleurs si le papier n'a pas été accepté pour des raisons économiques, etc., parce qu'il y avait un constructeur derrière. Je partage, il y a toujours une suspicion. Néanmoins, tu es obligé de marcher avec. Si tu ne marches pas avec, tu fais comme les Français ont fait, tu dis que tu vas publier en français, personne ne va te lire, et puis il y a des types très très bien qui ont fait des tas de publications en français qui sont excellentes, et elles sont inconnues. Et ce que vous dites, c'est parfaitement vrai, même quand on publie dans les revues américaines, quand on est français, quand 2 ou 3 ans après, quelqu'un fait une revue de la littérature sur ce que vous avez écrit, très souvent, les auteurs qui ne sont pas nord-américains, ils ne sont pas. Alors qu'ils ont fait des études randomisées, etc. Mais ça change un peu quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans la nouvelle technologie, les articles très pointus, ils sont pris et cités quel que soit l'endroit où ils viennent. Je crois. En fait, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas la FDA. Oui. Même si on a la Haute Autorité de Santé et d'autres, dans d'autres pays, d'autres autorités, on a quand même accès à la technologie de pointe avant eux. Et ce qui nous a permis de passer des papiers dans le JVS et dans d'autres... C'est-à-dire de prendre un petit peu d'avance. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à être cité dans Mais je suis d'accord avec ce que dit monsieur Andréassian. L'impact factor, ça n'a jamais été un indice de qualité pour un auteur. D'accord. Ce que je voulais te dire, c'est que l'impact factor est très important, mais on a créé des fraudes à l'impact factor. Et il faut savoir qu'il y a des revues, peut-être certaines revues, qui obligent à citer certains auteurs. Et pour ce qui est des fraudes, il y a des fraudes de toutes sortes dans les revues. Bon. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'auparavant, les jeunes se formaient grâce aux revues chirurgicales. Actuellement, ce n'est plus le cas. En fait, les jeunes se forment en allant voir des congrès. Il y a des congrès, il y a des dizaines de congrès, par exemple, sur les prothèses. Et je ne suis pas sûr que les revues sont devenues aussi importantes qu'elles l'étaient auparavant. Qu'en penses-tu ? Alors, ce que tu mets là, c'est très important. C'est l'impact commercial dans le choix scientifique et le choix thérapeutique. Mais c'est la faute de notre pays. Où est le financement de l'enseignement post-universitaire ? C'est du baratin, c'est-à-dire on nous dit qu'il y en a un, que c'est obligatoire, mais il n'y a aucun financement. Quand tu vas à un congrès, quand tu vas présenter un papier à New York, tu es auteur principal, ou à Paris, tu n'as absolument aucune aide. Ou tu as 80 €, bon, voilà. Donc c'est même plus la peine. Donc il n'y a pas d'aide. Bon, les jeunes, ils font quoi ? Ils sont tournés vers la nouvelle technologie parce que c'est quand même leur avenir. Ça marche pas si mal que ça. Et les firmes voient là des futurs clients et les invitent dans des congrès. Et dans ces congrès, qui parlent ? Eh bien, les gens qui sont des consultants des firmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'être consultant d'une firme, c'est un péché, mais il y a un risque. Alors maintenant, il y a la déclaration obligatoire de conflit d'intérêt qu'on doit faire avant, mais ça n'empêche que ce que tu dis, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de soutien sur... ici, en France, il y a le congrès de la Société de chirurgie vasculaire langue française, il y a des abstracts, ça c'est pas... mais c'est...
l'industrie est extrêmement puissante. Hein. Je voudrais te parler également de la révolte des scientifiques. Il y a tout un groupe de scientifiques internationaux qui se sont réunis pour déclarer que les grandes sociétés d'édition dont Elsevier étaient des sociétés qui pensaient qu'à faire de l'argent et à exploiter les scientifiques. C'est vrai. Tu es au courant de cette bah, révolte? Qu'en penses-tu? Ça a été, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a beau se révolter. À partir du moment où, par exemple, pour un truc très pratique, le CNU dit aux jeunes, voilà, il faut autant de points, les points, ils sont dans les revues. Si vous publiez sur un truc qui est sorti par Indawi, qui est le truc gratuit des journaux scientifiques qui est généré en Inde, ils ne sont pas tous mauvais, les papiers là-dedans, mais ils ont un impact zéro. Donc il faut qu'il y ait une classification, et moi, à mon avis, la seule façon de s'en sortir, c'est que les universités et les sociétés savantes prennent ça en main, et que par exemple, l'Université de Paris, Harvard, se mettent en commun pour faire une revue de chirurgie, une revue de machin, et elle va avoir forcément un impact factor. Forcément. Mais on n'y est pas encore. Dans ces revues, il y a très peu d'auteurs français qui publient, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes chirurgiens qui sont abonnés à ces revues. À mon avis, il y en a très peu. Ils préfèrent aller dans les congrès. Qu'en penses-tu? Bon, alors, l'histoire des Annals of Vascular Surgery, c'est une histoire pénible. On a 5 minutes ou pas? Si vous voulez, les annales de chirurgie vasculaire, permettent de mieux discuter. Annals of Vascular Surgery et Annales de chirurgie vasculaire ont été créés en 82-83 à Chicago, quand moi j'étais fellow. Et il y a eu un meeting où Edward Kiefer était invité. Et avec Ramon Berger, ils sont réunis, ils ont décidé de faire un journal franco-américain qui a été fondé par les deux. Hein, c'est de façon absolument égale. Et l'idée, c'était qu'effectivement, ce soit un journal bilingue, avec une version américaine, une version française. Mais il n'y avait pas le français, mais mélangé avec l'anglais. Il y avait un journal anglais, un journal français. Bon, ça a marché pendant les premières années. Ça a été une révolution. Au départ, ça a été extraordinaire. Ça a donné la possibilité à des gens qui n'étaient pas trop anglophones de pénétrer par le biais de la version américaine le marché américain. Et au début, il y avait à peu près 40% d'articles français, 60% d'articles américains, mais c'était quand même assez pondéré. Et la revue n'était pas mauvaise. Et puis, les choses ont avancé, les gens ont vieilli. D'un côté, on a eu l'organisation d'un système américain, avec Ramon Berger qui a structuré sa version américaine, et à côté, on avait Edward Kiefer qui avait plein de choses à faire et qui a continué à s'occuper personnellement du journal, mais il faisait tout, quoi. Il faisait les traductions, il faisait l'éditeur, bon, etc. Il y a eu des délais, hein. Tout le monde a observé les délais dans la version française, qui est devenue de plus en plus, les articles français sont devenus de plus en plus petits, parce que c'est un vrai métier d'être éditeur, hein. Moi, j'y passe et je m'occupe que d'une partie des articles, je vois pas tout, hein. C'est tous les jours 2h30, et le week-end, c'est le samedi 4-5 heures, et quelquefois, quand il y a des coups de chauffe, c'est un peu plus. Donc, et je ne fais pas tout, et je ne traduis pas les articles, mais je les relis quand même souvent. Donc, il a fait un travail absolument extraordinaire. Il a remonté la chirurgie vasculaire, en plus de... Enfin, c'est un grand monsieur. Et c'est donc, je ne dirais jamais du mal d'Edward Kiefer, c'est impossible. Mais vu tout ce qu'il a apporté. Mais là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le journal américain a grossi, le journal français est devenu ridicule. Moi, j'ai reçu, je ne sais pas si c'est pas... Comme membre de la SCV, on est obligatoirement abonné, on était obligatoirement abonné. J'ai reçu en février le numéro de février 2011 des Annales de chirurgie vasculaire. Donc il est mort, c'est fini. En plus, il est mort puisqu'il n'y aura plus de version française. Il y aura simplement la version anglaise. C'est un journal anglais, c'est un journal américain, voilà. Bon, parce que tu as parlé tout à l'heure de sociétés savantes qui pouvaient soutenir des revues, et pourquoi la Société de chirurgie vasculaire a laissé tomber cette revue?
Parce que là, en l'occurrence, je pense que le profil, il n'y avait pas assez d'articles français à mettre dedans pour qu'elle soit complètement autonome, et le profil économique n'était pas rentable. C'était pas du tout rentable, et c'est pas rentable. Je pense que si vous faites si vous voulez faire un journal, si on veut faire un journal un jour de chirurgie en France, il faut absolument qu'il soit bilingue. Et qu'il soit indexé dans PubMed, et que tout le monde écrive dedans, et que ça peut être un truc comme Surgery ou Annals of Surgery, ou même le faire européen. L'European Journal of Vascular Surgery, on a un impact factor qui est très près du journal américain. Hein, on a des rapports avec eux, on fait des articles communs. L'éditeur en chef du journal américain me téléphone souvent, je lui téléphone, on est en bonne relation, parce que l'Europe, pour eux, ça a du sens. La France, pas trop, l'Allemagne, pas trop, mais l'Europe, donc il faut aller vers l'Europe. Je vous donne la parole. Je voulais dire à propos de l'Impact Factor que ce qui nuit, à mon avis, à la revue française, c'est quand même les CNU, dont j'ai fait partie. Daniel Jeck est là au fond, et je pense qu'il est de mon avis. Nous avons veillé au CNU de chirurgie générale pendant de nombreuses années à certes nous plier aux contraintes de l'impact factor avec les publications en premier, deuxième dans les revues d'impact factor élevé, mais on a toujours donné une prime quand même à ceux qui faisaient un effort pour faire des papiers de bonne qualité dans des revues françaises. Il reste encore quelques pays francophones dans le monde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui lisent beaucoup les revues francophones et qui, quelquefois, nous critiquent en disant « ne laissez pas aller ce type de revue » parce que nous aimons lire le français. Alors c'est sûr que si nous-mêmes nous ne défendons pas le français, il n'y en aura plus beaucoup dans quelques années. Je donne la parole à Michel Malafosse qui l'a demandé avant, et puis je te la passe, Daniel. Qu'est-ce qu'ils pensaient des collègues contemporains qui se pouvoir publier une revue ou des revues françaises? Parce que ce qui vient d'être dit était parfaitement exact, votre dialogue a été extrêmement instructif, et j'ai vécu ça un peu douloureusement, parce que quand je me suis occupé des analyses de chirurgie, après on était dans une situation très particulière qui était de vouloir à tout prix prendre la défense de la presse médicale française. Et donc on s'est donné beaucoup de mal, ça s'est pas bien vu, pour faire en sorte qu'on publie une revue où les articles originaux étaient en assez grand nombre et assez intéressants. Et on a assisté à ce moment-là, parfaitement impuissant, au fait que, comment est-ce que je pourrais appeler ça sans être péjoratif, l'anglomanie frénétique qui régnait dans les équipes, en particulier universitaires en France, faisait qu'on ne pouvait pas avoir les CD, enfin c'était pas toujours très bon et loin de là. Et je considère qu'à ce moment-là, c'est très bien, là, ce que vous venez de dire. Il faut effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de ces revues qui étaient très lues sur certains continents, que les gens ont bien regretté de ne plus pouvoir lire, mais on a fait nous-mêmes, peut-être qu'il y a eu effectivement à un certain moment un effort du CNU pour faire en sorte que les articles français soient honorés dans cette institution. Moi, j'ai été au CNU et j'y étais à un moment où, malheureusement, je dois dire que c'était assez condamné, cette position que j'avais de vouloir à tout prix défendre la presse française. Alors, qu'est-ce que je reviens à ma question, et je parle avec une certaine amertume de ça, parce que tout ça a représenté beaucoup d'efforts pour la presse médicale francophone, avec il faut dire un total insuccès, puisque le journal a disparu. Qu'est-ce que tu penses des collègues qui actuellement continuent à publier une revue française? Je pense que c'est une erreur. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà, bon. Je pense que mais c'est pas français. Les Pays-Bas ont une production de papier scientifique en médecine qui est extraordinaire. Toutes leurs thèses, les thèses, sont reliées, sont sponsorisées, en particulier en chirurgie vasculaire, et elles sont toutes faites en anglais. Il n'y a que la page d'introduction et de conclusion, les remerciements, qui sont pas en anglais. Bon, 1, 2,
Moi, dans les pays étrangers, quand on allait défendre la promotion du journal, etc., par exemple, dans un pays comme le Vietnam, les doyens, les gens de votre âge et du mien, moins, oui, de votre âge, parlaient français un peu, les jeunes, rien, parlaient en anglais, en grande partie. Or, la meilleure façon pour défendre l'école française de chirurgie, et ce qu'on a de particulier, c'est de les prendre en main et de leur parler en anglais. Et qui publient. Et ça n'a pas d'importance. Ils auront l'état d'esprit, ils feront les choses comme on les fait, ils voient les choses comme nous. Mais ils ont le langage est parti, parce qu'ils l'ont plus à l'école, quoi, c'est tout. Hein. Avec cette politique, je vous signale qu'on tue les laboratoires français qui vont vendre dans les pays en question, puisque, je m'excuse, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, quand les laboratoires français fabriquent des médicaments français à Phnom Penh, si les médecins n'ont pas été formés à la française, ils ne prescrivent plus les médicaments français. Et sur le plan économique, ça a une conséquence à laquelle personne n'a pensé. Daniel Jack, je te donne la parole. Et c'est vraiment dommage qu'en France, il n'y ait pas plus de spécialités avec un rédacteur en chef français. Ça changerait tout. Parce que moi, j'ai été dans le board du British Journal of Surgery pendant un certain nombre d'années. Alors, première difficulté, c'est pas simple. Pour faire reviewer les articles, c'est tellement plus facile de les envoyer à un correspondant hollandais qu'en général on ne connaît pas, mais qui va vous répondre dans les délais, qui va faire une analyse parfaite. Vous voulez envoyer un correspondant français, pas de réponse. Ou alors avec 2 mois de retard. Il y a une espèce de discipline qu'on n'aura pas. Je ne sais pas ce que vous l'avez en France, mais moi je sais qu'en chirurgie digestive, c'était difficile d'obtenir cette discipline, rien que chez les reviewers, premièrement. Ensuite, dans la production, je ne pense pas que la production anglaise soit meilleure que la production française. Mais malheureusement, il faut s'incliner devant le nombre. Le nombre de gens qui parlent anglais dans notre métier est infiniment plus grand que le nombre de gens qui parlent français. Et ça, c'est triste pour la francophonie, mais malheureusement, on le constate partout. Et comme Jacques, pour aller au Laos, au Vietnam, etc., c'est vrai qu'il y a 10 ans, l'élite parlait français. Maintenant, ils parlent anglais. Quand on me demande d'aller faire une conférence à Hanoï, on me demande de la faire en anglais. Quand je vais faire une conférence en Italie, on me demande de la faire en anglais. Même en Italie, c'est ahurissant. Mais bon, c'est un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter. Alors la question que je voulais vous poser, au British Journal of Surgery, on a essayé de transformer le journal en un journal européen de chirurgie digestive pour essayer de concurrencer Annals of Surgery. Rapidement, Impact Factor Annals of Surgery, c'est 7. British Journal, 4. Ouais. Encore, British Journal a dégringolé un petit peu, il remonte un petit peu, mais enfin, il a du mal à se maintenir à 4. C'est un très bon journal. Hein. Excellent journal, mais il se maintient difficilement à 4, alors que l'autre est à 7. Et que souvent, dans Annals of Surgery, il y a des articles nuls qui ont été acceptés. Parce que vous connaissez le principe, le congrès du South Pacific, machin, tous les papiers sont acceptés alors qu'ils sont nuls, alors que European Surgical Association, qui a droit à un numéro par an, est tellement rigoureuse qu'elle a droit à 20 articles, elle n'en prend que 10 pour qu'ils soient tous de grande qualité. Donc je pense que la production et française et européenne n'a rien à envier à la production américaine. Alors la question que je vais vous poser, est-ce qu'il faut s'associer à ce que fait le British et essayer de fédérer ce qui se passe en Europe pour tenir tête à Annals of Surgery, ou bien est-ce qu'il faut tous tomber dans l'escarcelle américaine? Alors je pense que ce que vous dites, ça sent le vécu. Hein. Ouais. Je dois dire qu'en chirurgie vasculaire, en sélectionnant les reviewers, on arrive à trouver des gens, il y en a ici, hein, qui répondent et qui font leurs revues dans les temps, des revues de qualité, à fond, très et qui sont appréciées, puisque vous savez qu'on note les reviewers, ils ne le savent pas, mais on les note, on note de 0 à 100, et pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient supérieurs à 70, et les Français sont en majorité supérieurs à 70. Il y en a certains qui répondent jamais, mais ceux-là, on les élimine, ça c'est vite vu. Pour ce qui est du projet que vous avez, c'est évident qu'il faut garder quelque chose en Europe quand même. Hein. On est plus près des gens de Oxford que du Texas. Ceci dit, il faut se méfier des Anglish, c'est comme au rugby. Hein. On prend souvent la pâtée et ils sont quand même très particuliers dans la manipulation. Hein.
Donc il faut être extrêmement combattant. C'est comme un président de CME avec le directeur général. C'est a priori, c'est un combat. Hein. Mais si on travaille... Alors il y a une chose par contre qu'ils reconnaissent, c'est le travail. Donc, si on travaille beaucoup, si on leur passe des mails à 2h du matin en disant voilà je veux une réponse dans l'heure, etc., ça marche. Et en général, vous avez la paix. Et là, je pense que l'idée d'essayer de faire un deal avec le British pour les meilleurs articles de chirurgie digestive qui peuvent être présentés dans votre société savante, je pense que c'est excellent. Mais il faut faire un deal politique. Il faut aller leur dire que, par exemple, je donne une idée parce qu'ils sont venus vers nous aussi, leur dire que il faut qu'ils publient les abstracts de la société française, ceux qui sont acceptés, les abstracts à la fin d'un numéro, 1, 2, et que les meilleurs papiers qui sont acceptés dans cette session, eh bien, seront soumis, et il faut leur faire sentir qu'il ne faut pas qu'il y en ait zéro d'accepté, quoi. Il faut qu'ils fassent un effort. Le problème, c'est qu'ils ont quand même un niveau scientifique extrêmement élevé. Hein. En vasculaire, hein, toutes les études randomisées qu'on a eues sur les endoprothèses aortiques, c'est pas les ricains, hein, c'est les Anglais. Hein. Et ils sont quand même européens. Et en plus, ils ont envie de le faire. Ouais. Je donne la parole à Ronald Virag. Pour abonder, d'abord une remarque pour dire qu'ayant publié là, depuis une vingtaine d'années dans mon domaine, pratiquement tout le temps dans la presse anglo-saxonne, l'impact factor est manifestement manipulé parce qu'à chaque fois que vous envoyez un article avec beaucoup de références françaises, on vous le renvoie, il est accepté après les va-et-vient habituels, mais on vous demande de glisser à la place de vos références françaises des références en particulier du journal en question. Ça, c'est habituel. Ça, c'est une falsification et c'est répréhensible. Hein. Comment on s'est réunis avec les éditeurs du New England. C'est répréhensible, oui. Ah oui, mais si vous voulez ça, nous, on ne le fait jamais. Hein. Oui. Et le journal Vascular Surgery le fait jamais. Ils t'ont jamais demandé de changer des trucs. Hein. Et pour la remarque et aller dans le sens de Daniel Geck, et je parle sous contrôle des urologues ici en place, il y a l'exemple de European Urology qui est devenu le journal numéro 1 dans le domaine, bien sûr. Bien loin devant Journal of Urology américain qui était avant la référence. Et aujourd'hui, European Urology, qui est dirigé comme rédacteur en chef par un Italien, et où il y a quelques Français d'ailleurs aussi dans le board, eh bien, a un impact factor très élevé et est le journal le plus lu dans le domaine. Ah donc, oui, mais mais il faut se réunir, je pense. Hein, autant, ça, si vous voulez, je pense qu'écrire en français, c'est pas possible. Pourtant, j'aime beaucoup le français, c'est une langue qui est merveilleuse, mais non. Par contre, avoir une entité française dans le cadre d'un grand journal européen, alors là, ça marche à tous les coups. Hein. La revue d'orthopédie, depuis 2 ans à peu près, continue sa publication française papier classique pour ses abonnés et a maintenant une version électronique anglaise. Ça marche bien, pas pour l'instant, on fait 2 ans à peu près. L'impact factor de la revue a nettement augmenté. Hein. Alors, est-ce que c'est une formule aussi, c'est-à-dire que les Français, comme le disait Jacques ou Jacques, les Français qui veulent continuer à lire du français, notamment dans les pays africains ou dans les pays de langue française, reçoivent toujours une revue d'orthopédie papier français. On n'a pas abandonné le français. Et ceux qui veulent la lire en anglais accèdent par les e-publications à une traduction anglaise, en fait, des articles français. Et la question, on se la pose aussi à l'Académie, j'en profite parce qu'on est à l'Académie, pour dire que les e-mémoires qui sont très consultés, on a à peu près 500 ou 600 000 tirages d'articles chaque année, ce qui est quand même considérable. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir une version anglaise des e-mémoires? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt? Je ne sais pas, ça dépend qui se connecte. Hein. Oui, Google. Actuellement, même, je trouve que c'est un peu une difficulté quand vous demandez sur PubMed un article. Souvent,
Monsieur Nathalie. Oui, je sais ça. Ouais. Oui, oui. Écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, peut-être une encore, Jacques Poileux. Il n'est pas petit, hein. C'est des grosses entreprises. Hein. Oui, mais ils ont un impact extrêmement important au niveau politique. Hein. Mmh. Merci à tous. Je pense que vous aurez apprécié le niveau de cette séance et les discussions qu'elles ont permises. Je remercie les chirurgiens vasculaires. Les images étaient extraordinaires. Elles mériteront d'être diffusées par vidéo grâce à notre nouveau support, puisque dans 48 heures, laissez-moi terminer s'il vous plaît, dans 48 heures, tous les membres de l'Académie pourront avoir accès à la séance d'aujourd'hui. Enfin, je voudrais terminer pour ce plaidoyer pour l'Europe. À quelques jours des élections, c'était assez intéressant d'entendre la discussion et son orientation générale. Je crois qu'on ne peut plus aller sans cette idée-là, même au niveau des publications. Merci à tous. Alors, pour la prochaine séance, j'insiste beaucoup, la prochaine séance se passera à Adikar, l'endroit où l'année dernière il y a eu la séance sur les médias, et c'est à 15h. On est revenu à 15h. Ça va être dur, 15h, de faire tenir tout en 2 heures. Hein. Ça va être dur. Alors que là, vous voyez, aujourd'hui, on est tranquille, on a pu discuter, c'est beaucoup mieux.